Une festival, c'est triste, c'est terrible. Ça va être une fête pour les enfants, pour tout le monde. Ma parle un peu plus bas, merde! Crétin! Crétin! Vraiment crétin! Moi, j'ai fait une fatigue de venir ici, tu comprends? Jette-le dehors, finis cette conférence de presse, merde! Sont les gens qui travaillent ici! Et le voto, idiote! Analphabète! Mongoloïde! But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules and bubble mice, yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 14, épisode 25. Cette semaine, l'émission tient la ligne, meurtre et psychopathe. Les masques tombent jusque dans les salles de cinéma, les bombes frappent l'Europe et le Dr Jekyll a un jour compris que c'est ce monsieur Hyde qu'on aimait en lui. Eh oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma qui est mieux que les autres, et une intro assez courte qui a surpris notre technicien Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Donc les masques tombent et nous allons parler de meurtre, de monstres et de tenir la ligne, car donc au programme ce soir, nous allons parler du nouveau film de Thierry de Peretti, Enquête sur un scandale d'État, qui est sorti il y a 2 semaines en France. Et ensuite, nous parlerons de 2 ressorties en DVD Blu-ray chez Sidonis Calista de films des années 80. Tout d'abord, Le Fou à tuer, Crawl Space de David Schmoller avec le rigolo Klaus Kinski qu'on a pu entendre insulter des journalistes en conférence de presse en pré-générique. Et ensuite, nous parlerons du Dr Jekyll and Mr Hyde, a.k.a. Age of Sanity de Gérard Kikoïn. Et pour parler de ce jeu programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest. À ma gauche, toujours à ma gauche, il y a carrément Fleuret. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à tous. Il y a aussi le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Et il y a avec nous Justine. Bonsoir Justine. Bonsoir. Et donc la mise en son, je le répète, toujours alerte, il y a Valentin. Vigilant. Vigilant, exactement. Voisin vigilant. Donc avant de passer à la section... Quelle horreur. Avant de passer à la section critique de cette émission, donc les agendas, donc... En ce moment même, à la librairie Le Fayère, se tient une rencontre avec notre camarade Melvin Z, donc animé par nos meilleurs ennemis du cinéma est mort, donc à l'occasion de la parution en France de son ouvrage Mad Max Ultra-Violence dans le cinéma Part 1, donc chez Rififi édition. Et à 20h15 donc il y a la projection donc de Mad Max de George Miller qui sera précédée d'une courte présentation par Melvin. Permettez-moi de pouffer. Oui. Et après normalement courte présentation de 3h30. Oui, voilà, c'est ça. Et donc après le film, et peut-être après si les gens sont motivés, une rencontre avec l'auteur, donc Melvin Z, qui donc comme j'ai dit la semaine dernière a écrit donc le premier volume de ses recherches sur la trilogie Mad Max après plus de 10 ans de travail. Effectivement, le truc est quand même assez monumental, donc c'est passionnant. Mais de toute façon, le cinéma est mort, qui n'aime rien de plus que faire des coups commerciaux et faire un peu leur pute racoleuse. On fait une émission à bas prix en parlant avec Melvin pendant 1 heure en présence et en public. En laissant parler Melvin pendant 1 heure, comme nous avons fait le même type d'émission il y a 1 an. Exactement, parce que de toute façon, interrompre Melvin pendant qu'il parle, c'est impossible. C'est impossible. Et encore, il est sobre. Donc là, c'est mieux. Voilà. Et sinon, demain au Tambour, il y a donc un double programme avec un seul film de Kiyoshi Kurosawa, qu'en fait était le remontage d'une mini-série dont on avait parlé ici il y a 3 ou 4 ans, quand à l'occasion de sa sortie en France. C'est Shoguzai, donc c'est 2 films d'à peu près 2h30, 2h40. Donc voilà, une séance à 18h et le deuxième à 20h30. C'est quand même très très bien. De toute façon, Kurosawa de manière générale, c'est quand même très bien. Voilà, sinon autre information locale avec Comptoir du Doc ce week-end, c'est Doc au féminin du 6 au 13 mars, donc il y aura plusieurs séances de cinéma et des rencontres qui sont toutes gratuites, qui aura lieu soit au Tambour, donc sur le campus de Rennes 2, à l'auditorium des Champs Libres ou alors au Frac Bretagne. Donc voilà, évidemment toute la programmation a été retrouvée sur le site de Comptoir du Doc. Il y a 5 ou 6 films qui passent et rencontres aussi, notamment des films de Delphine Seyrig.
Sinon, demain, agenda national, donc plusieurs choses qui vont sortir, peut-être certaines qui pourraient nous intéresser. Il y a le nouveau film de Alain Guiraudy, Viens, je t'emmène, avec Noémie Lvovsky notamment. Ça passera à la revoir normalement, je pense. Comme la semaine dernière, il y a un nouveau film avec le meilleur ami de l'homme en odeur de sainteté en ce moment, donc Vladimir Poutine, Gérard Depardieu, qui nous sort un nouveau film, donc après Maigret, le catastrophique Maigret, sorti la semaine dernière, donc là c'est Robuste. Il y a eu Maison de retraite aussi, dont tu n'as pas parlé d'ailleurs, j'ai noté, qui est sorti, tu n'as pas mentionné. Non, je ne l'ai pas encore vu. Qui est sorti la semaine dernière. Non, il est sorti il y a 2 semaines, Maison de retraite. Ah bon, d'accord, oui. il y a 2 semaines, d'accord. Oui. Autant pour moi, j'ai pas suivi les sorties des comédies françaises. Un film de vieux exploitation, parce qu'il y a aussi Prévost, tout ça. Oui, il y a plein de vieux qui pourraient jouer des super trucs et qui se retrouvent à jouer avec Kev Adams. Voilà. Oui, c'est le cinéma français. C'est triste de vivre. À propos de cinéma français, demain il y a un film qui braconne visiblement sur les terres du cinéma indépendant américain. C'est le film Rien à foutre avec Adèle Exarchopoulos qui joue une hôtesse de l'air sous filtre Instagram. Sinon, il y a le nouveau film en tant que metteur en scène de Kenneth Branagh, moins de 2 semaines après son mort sur le Nil. Donc c'est Belfast, qui donc raconte sa jeunesse à Belfast. Ouais, mais qui a l'air pas mal. Qui a l'air moins pire que ces derniers. Moi, je suis pas un contempteur total moi de Kenneth Branagh. Je trouve qu'il s'est perdu ces dernières années, mais moi, il y a plusieurs films de lui que j'aime beaucoup, notamment au début de sa carrière. Quand tu fais un Jack Ryan ou un Thor, voilà. Thor. Quand même un blockbuster américain qui essaie d'imiter le style visuel des Visiteurs de Jean-Marie Poiret. Moi, du coup, c'est raté, mais c'est ambitieux. C'est pour ça que je pense qu'il sera plus à l'aise sur Berlin, qui est un film sans effets spéciaux. Belfast plutôt, avec des c'est le noir et blanc. C'est le noir et blanc. Ils ont pris Kenneth Branagh pour représenter la dimension shakespearienne de Thor, en fait. Mais complètement. Non, mais le pire, c'est que c'est vrai. Je crois que c'est l'argument. Le pire, c'est que c'est vrai. Je pense que c'est vraiment ce qui l'a intéressé. Bon, il n'a pas réussi son coup, mais voilà, c'est pas ça. Voilà. Bon, bref. Et sinon, donc pour les amateurs d'hommes en collant et en slip, il y a The Batman de Matt Reeves avec Robert Pattinson, donc la nouvelle version cinéma de Batman. Dont le slogan est plus noir que noir. Non, c'est plus sombre. C'est quelque chose, plus quelque chose, plus sombre, plus cinglé. Oui, c'est ça. Ouh là là, parce que donc il y a l'abominable Paul Dano qui joue le méchant. Il y a Colin Farrell qui joue le pingouin. Donc ça, c'est cool. Voilà. 3 heures. Je serais assez curieux quand même, moi. 3 heures. 3 heures. Voilà. C'est 3 heures pile. Ouais. Pas de... Ça fait la même réaction à tout le monde qui dit ouais, pourquoi pas, c'est pas mal. 3 heures. Oh putain. Eh oui. 3 heures. Voilà. Mon siège en tombe. Voilà, c'est ça. Le studio s'écroule autour de nous face à cette annonce. Tu vois, pour une fois, c'est pas moi. C'est parce que tu m'as refilé ton siège. Ben voilà, c'est ça. Donc voilà, ce sont les sorties de demain. On va passer à la section critique de cette émission. Donc on va enquêter sur un scandale de l'État où on parle de drogue. Et donc tout de suite, nos amis du groupe de Jazz Coleman nous parlent de drogue. Vous êtes toujours dans... En attendant Godard sur Syllab, pardon, et c'est donc The Killing Joke avec la chanson Drogue. Donc nos amis de Killing Joke, le formidable groupe de Jazz Coleman, toujours en forme, toujours la banane, toujours debout, comme disait Renaud. Et de... Qui est moins en forme. Qui est un peu moins en forme en ce moment, mais c'est la faute du coronavirus. Connard de virus. Exactement. Donc voilà, on parle de drogue, car donc nous allons parler du nouveau film de Thierry de Peretti comme metteur en scène, enquête sur un scandale d'État, son 3e long métrage pour le cinéma, qui fait suite aux Apaches en 2013 et à Une vie violente il y a 3 ou 4 ans, je crois, qui donc était 2 films plus centrés sur son pays d'origine, donc qui est la Corse, qui traitait du milieu mafieux, enfin de la petite mafia corse sur l'île de Beauté, comme on dit. Et là, il va élargir son propos, parce que donc il ne s'intéresse pas spécifiquement à la Corse, mais plus au trafic de drogue institutionnalisé et semi-légalisé en France, en tout cas par les services de répression des produits stupéfiants et puis illicites, based on a true story. Donc c'est inspiré d'un livre qui s'appelle L'Infiltré, écrit par Hubert Avoine et Emmanuel Feinstein, qui était sorti il y a quelques années, qui était lui-même basé sur l'affaire François Thierry. Donc là, c'est quand même très légèrement inspiré de l'affaire François Thierry, qui donc parle, donc l'infiltré, en l'occurrence dans le film, c'est Roche Dizem, qui est un intermédiaire pour faire passer de la drogue entre l'Afrique du Nord et la France avant qu'il ne transite dans d'autres pays européens.
Un jour, le scandale explose parce qu'il y a plusieurs tonnes de weed qui sont retrouvées dans un camion abandonné dans Paris. Évidemment, ça fait un baroufé, un pataquès d'enfer, et le patron donc de l'OCTRIS, donc l'Office central de répression des produits stupéfiants, est mis dans la boucle. On l'accuse de faire d'être un peu maille à partir avec divers trafiquants de drogue. Et donc, ça va être l'enquête d'un journaliste de Libération qui est incarné par Pio Marmaille, et de ses rapports avec Roche Dizem, où va se mettre un jeu un petit peu de chat et la souris pour savoir est-ce qu'il raconte du bullshit, est-ce qu'il est vraiment sincère, est-ce qu'il serait pas là en train de régler des comptes avec son ancien ami, donc Vincent Lindon, et donc de voir un petit peu les mécanismes du rouage du trafic de drogue au sein de l'État français et les relations qu'il va nouer avec ce journaliste de ces salles gauchistes de Libération. Donc voilà, et comme dans ces 2 précédents longs métrages, Thierry de Peretti, qui est aussi acteur, comme me le disait Justine avant l'émission, qui est plutôt un acteur de théâtre, comme dans ces 2 premiers films, en termes de mise en scène, il va quand même allier une forme assez sèche pour le moins, donc filmé dans un format carré, enfin presque carré, un 33 comme, 4 tiers, hein. Ouais, comme dans son premier film Les Apaches. Un 37. Un 37. Ah oui, donc c'est du standard, sonore alors du coup. Un 37, si mes souvenirs sont bons. Et un 33, c'est du standard muet. Ouais, quel bordel les formats. Et donc mais bon, voilà, c'est la même chose à l'écran. Oui, voilà, c'est ça. Basiquement, ça change pas des masses. Et donc oui, comme je le disais, il va déployer une mise en scène très sèche pour le coup, qui va éviter les fioritures, même s'il y a quelques références de cinéma qui parfois sont évidemment convoquées. De toute façon, quand on parle de polar ou de trafic de manière générale, évidemment, le Spectre de Michael Mann peut revenir de manière ponctuelle. Si vous voulez voir des gens qui regardent la mer et l'horizon avant de plonger dans le chaos du monde et le merdier du trafic, évidemment, on va y avoir le droit. Mais malgré cette mise en scène justement relativement sèche et parfois assez clinique, il s'y déploie quand même, notamment en termes d'écriture, un sens du romanesque que je trouve tout à fait appréciable, que ce soit dans les relations entre les personnages et les différents jeux de pouvoir ou non qui vont se mettre, et surtout par un sens du dialogue qui fait, je trouve, une économie de moyens, parce qu'il va directement à l'essentiel. Et justement, comme dans sa mise en scène, il y a le sens du romanesque, mais il n'y a pas de fioriture finalement narrative. Justine. Alors ouais, je rebondis tout de suite sur ton petit aparté là à l'instant. J'ai trouvé le film, alors certes très romanesque, mais aussi très complexe. Je pense que alors il y a jamais d'égarement, que ce soit dans les dialogues, dans ce qu'on apprend par les dialogues. Au contraire, je trouve qu'il va vraiment à l'essentiel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de scènes inutiles, dans le sens où on va pas nous exposer. Alors voilà, là vous avez tel monsieur qui a dans cette affaire tel rôle. Il n'y a pas de prise par la main. Donc moi c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Pas un film Wikipédia comme on a souvent qui va t'expliquer genre par A plus B, la drogue c'est ça, on fait ça, et puis lui c'est ça, avant il a fait ça. Là au contraire, on n'a pas le background des personnages, mais finalement on s'en fout parce qu'ils sont très vite hyper bien caractérisés. Oui, complètement. Et justement, ce qui donne aussi ce côté très appréciable, c'est que malgré la densité, vraiment, le film est lourd. Hein. Je trouve, il fait 2 heures, moi je l'ai pas vu passer, mais on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Mais néanmoins, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose du flux, qui vraiment, du début à la fin, on est dans un espèce de fleuve comme ça, où des rivières viennent se mettre en plus. Parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'en fait, que finalement, tous les tenants et les aboutissants de l'affaire ne sont jamais. Réellement saisis par aucun des personnages, à part peut-être par le perso de Lindon, qui est la personne de pouvoir du film, mais qui a les secrets et qui aurait peut-être toutes les clés de l'affaire, mais qui du coup glisse dessus parce qu'il est tenu par un secret professionnel et personnel. Complètement. Mais néanmoins, cette fluidité-là, à certains moments, quand même, il y a beaucoup d'aspérité, il y a beaucoup de... C'est rugueux. Enfin, j'entends par là que notamment dans les choix de cadrage que moi j'ai trouvé absolument formidables, on va apprendre plein de choses de ce qui est au premier plan, de ce qui est à l'arrière-plan, de pourquoi les choses sont là. Notamment, on voit très vite les journalistes de Libé dans des soirées, alors les soirées très parisiennes de journalistes, donc avec beaucoup de drogue, tout ça. Mais il n'y a jamais de propos un peu moralisateurs de ah oui, donc ces jeunes gens-là enquêtent sur un trafic de drogue et les affaires d'État qu'il y a dans ce trafic de drogue. Mais regardez, ils sont coquets et tout ça. En fait, il n'y a jamais vraiment de côté hyper manichéen comme ça. C'est bien que même à un moment du film, une des journalistes
à la fin d'ailleurs, pendant le procès, d'ailleurs qui n'est pas le procès de Lindon, mais qui est le procès du journal, va dire à Lindon à la fin, voilà, ce n'est pas contre vous, c'est contre le système. Et je trouve que là, cette mise en situation du système fonctionne parfaitement parce il est représenté de façon extrêmement tentaculaire, extrêmement complexe, c'est-à-dire qu'on ne va jamais apposer un discours sur telle chose, on va toujours un peu laisser de place et montrer que finalement, des fois, on pourrait douter un peu du personnage de Roche Dizem, qui est du coup l'indique, quoi, qui est l'infiltré, mais en fait, on comprend bien qu'il a raison. Mais jamais le film nous le montre vraiment de but en blanc, jamais le film nous prend par la main. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai trouvé, moi, extrêmement fort et à la fois esthétiquement, narrativement, comment tout ça se met en scène et se met en jeu et tout a de l'importance. Et c'est pour ça que j'ai trouvé aussi la mise en scène et les choix très minutieux et très rigoureux. Parce que toi, tu parles d'une mise en scène sèche. Alors, j'irai pas forcément jusque-là parce que je la trouve pas non plus dans l'ascèse totale. Il y a quand même énormément de choses, mais c'est jamais boursouflé. C'est-à-dire qu'il arrive à tenir une ligne qui est prodigieuse et qui fait vraiment du bien dans le cinéma français, quoi. Y compris dans la direction de l'acteur, parce que le perso de Roche Dizem, il est à deux doigts d'être ridicule sur plein de scènes et il le tient hyper fort. Il y a des moments où il va s'énerver contre Pio Marmaille ou contre le perso de Vincent Lindon, qui sont quand même hyper tricky en termes de jeu, parce que très vite ça pourrait tomber dans un truc de cabotinage assez ridicule, y compris pour le personnage, et finalement il le tient tout le temps parce qu'il est aussi sur une ligne qui est très fragile. Ça c'est, je pense, permis à mon sens par le mélange des genres. C'est-à-dire qu'on n'est jamais du côté d'un truc très tranché, très cadré. On n'est pas tout à fait dans le polar, on n'est pas tout à fait dans un film d'enquête. En fait, l'enquête, c'est pas un film dossier non plus. C'est pas un film dossier, c'est un peu du docu, un peu de la fiction, ce qui rajoute évidemment des couches de complexité et de densité et de corps vraiment au film, tout comme les aspérités dont je parlais tout à l'heure, où il y a quand même vraiment énormément de détails qui nous permettent de comprendre. Mais il y a en fait, j'ai écouté pas mal de choses sur ce film-là, et il y a beaucoup de choses que j'avais pas relevées, quoi. Et ça me paraît hyper fort parce que du coup, le film, on peut le revoir, en avoir toujours une appréciation identique, mais pour autant, on va quand même redécouvrir des choses. Et mine de rien, c'est assez rare quand même, je trouve, dans le paysage français actuel, ou en tout cas dans les films qu'on nous propose là, dans le paysage français, d'avoir autant de matière et de matière à parler, quoi. Parce qu'il y a tellement de choses, mais je vais un peu laisser la parole à Juan. Mais juste pour finir là-dessus, c'est vrai que c'est quand même peut-être un des domaines où dans le cinéma français, c'est globalement des choses, on est assez bon. C'est les films dossiers, un certain type de polar, ou en tout cas les films sur les arcanes du pouvoir, que ce soit des ministres, on en parlait tout à l'heure avec Thibaut, avec les films de Pierre Scholler, l'exercice de l'État, ou pas mal de téléfilms qui avaient été faits par Canal+ au début des années 2010, des films de Niclou, des films de Ben Chetri, tout ça. Il y avait plusieurs. Le film sur Elf aussi. Ouais, voilà. C'était qui? C'était Belvaux qui avait fait ça? Je crois que c'était Belvaux, ouais. Ah ouais, c'est ça, sur l'affaire Loïc Le Floch-Prigent, effectivement. Il y avait pas mal de ce genre de films-là sur des mecs en costard qui font des manigances dans des bureaux, qui est un sous-genre absolument merveilleux qu'on fait très bien chez nous. Mais c'est vrai que là, il y a pas forcément ce truc de manigance dans des bureaux, mais c'est plus ce qui se passe après les manigances dans les bureaux, finalement. C'est un peu justement le revers des choses qu'on voit plus habituellement dans le cinéma français d'enquête. Docteur. Ouais, alors moi c'est vrai que ce qui est assez intéressant comme parti pris, en fait, c'est le déplacement, en fait. C'est-à-dire, évidemment, Peretti il a bien conscience qu'il s'inscrit dans une veine qui est la veine effectivement du film dossier, du film qui dénonce, quoi. Film Boisset. Voilà. Et effectivement, il suit une voie qui est pas la voie américaine, parce que dans la voie américaine, il y a toujours quelque chose, une forme d'édification, quand même dans les bons films, même dans Dark Waters, même dans Révélation. Il y a toujours l'idée de quelque chose d'une révolte, en fait, ou d'un courage, alors que là c'est traité, je trouve, de manière je sais pas si c'est plus crédible, mais en tout cas c'est moins dramatisé, en fait, en tout cas en termes ou bien dépassionné de la part des personnages. Par exemple, il y a pas la dimension paranoïaque, par exemple. Il y a pas cette espèce de truc où le mec qui balance la vérité, il y a des mecs qui le suivent dans la rue, on sait pas trop qui c'est, il y a des hommes en noir, il y a des voitures qui le suivent. Alors ça, il y a pas du tout ça, en fait. C'est-à-dire qu'il y a pas d'armes à feu, Roche Dizem. Tu sens qu'il y en a, mais finalement c'est juste que ça fait partie du boulot. Voilà, et il y en a, mais c'est pas, voilà, il y a pas de scène de violence, sauf une à la toute fin, et encore qui est très distanciée. Il y a cette
ce glissement en fait vers effectivement quelque chose qui relève presque à certains moments presque du docu-fiction à la britannique, tu vois, avec justement un jeu d'acteur, moi je trouve qui est assez qui moi m'a rappelé un peu un Prophète en fait de Audiard, c'est-à-dire moi je suis assez sévère avec le jeu d'acteur à la française que je trouve souvent trop théâtral, trop marmonné. Voilà, ou trop marmonné, et là je trouve que d'une part je comprends ce qu'ils disent, ce qui est quand même pas mal, et d'autre part effectivement cette dimension théâtrale, je trouve même dans les scènes effectivement un peu dramatique, ou en tout cas notamment avec Roche Dizem, je trouve ça fonctionne plutôt bien. Alors après, c'est pas Francis Huster qui joue. Non, voilà, c'est ça. Alors après, sur le style, effectivement, le style est assez sec. Il y a quand même, je trouve, une certaine ampleur à certains moments, et notamment dans le travail sur les plans séquences, qui sont relativement sur les plans très longs, quoi. Alors il y a des plans séquences. Le plan du procès, c'est un plan séquence. Qui est quand même assez bluffant, le plan d'ouverture dans la villa aussi, le plan d'ouverture et avec ce côté aussi où tu te dis mais qui c'est ce mec, qu'est-ce qu'il fait en fait, voilà, et ça aussi il y a aussi ça que je trouve dans les des vogues, voilà, et dans les 20 premières minutes t'as quand même ce truc qui va tenir pendant tout le film, qui est en fait c'est pas un film sur la vérité, c'est un film sur la confusion et sur la difficulté à atteindre la vérité, que ce soit par la justice, par la presse ou par les forces de police, et l'idée que effectivement dans la réalité, notamment quand on arrive à ce niveau de pouvoir, la question des responsabilités se dissout, et la question du effectivement du fait, en fait, de la preuve qui va t'apporter la certitude qui s'est bien passé ce qui s'est passé. La preuve a forcément disparu parce qu'on est à des niveaux de pouvoir tels que de toute façon les mecs savent recouvrir leurs traces de toute façon. Dans la scène de confrontation avec la procureure de la République qui est jouée par Valérie Bruni-Tedeschi, où c'est pareil, c'est que donc une scène entre Lindon et Piponi Tedeschi, qui est qu'une scène de dialogue où il y a pas de chant contre chant. D'ailleurs, il en fait quasiment jamais dans toutes ces scènes. Il passe d'un personnage à l'autre dans le même plan. La caméra pivote en fait. Ça. Et ça, c'est je trouve un parti pris qui est hyper intéressant. De déjouer justement un truc un peu feignant du chant contre chant qui parfois est un peu trop systématique. Là, justement, ça donne une fluidité au truc et ça redonne toute sa force à la parole et aux mots qui sont choisis pour sa défense par Vincent Lindon. Et puis les personnages s'interrompent, tu vois. Ça, c'est un truc aussi que moi, qui est un truc qui est un procédé, moi, je trouve extrêmement théâtral, qui est le fait que au cinéma, les personnages, tu dis ta réplique, puis le personnage d'après dit sa réplique à lui. Là, t'as des chevauchements avec la musique, t'as des chevauchements de répliques entre eux quand les mecs s'engueulent. C'est difficile d'ailleurs de savoir quelle est la part d'impro et de jeu d'acteurs réels en fait qu'il y a en fait dans les scènes, parce que t'as des moments en fait où moi j'avais vraiment le sentiment que les acteurs étaient assez libres justement de s'interrompre, qu'ils étaient plutôt encouragés justement à cette espèce de vérisme, on va dire, dans la manière de distribuer les dialogues. Mais ça reste pour le coup quand même un truc de cinéma en termes de mise en scène, parce qu'il y a certes du chevauchement de dialogue, mais ils seront toujours audibles. Par contre, ils sont toujours audibles, ce qui est quand même très bien, moi je trouve ça. Des fois, notamment dans les boîtes de nuit ou les bars dansants, on a un peu plus de mal à les entendre parce que t'as quand même l'impression que la musique est quasiment diégétique, quoi. Ouais. C'est ça, et du coup ça donne quand même un effet de réel qui est assez impressionnant. C'est intéressant parce que quelque part, c'est dans ces scènes-là que notamment dans ces scènes-là que les mecs justement ont du mal à s'entendre, et que justement Pio Marmaille visualise des choses sur le personnage de Hubert, où on se demande s'il a raison d'être fasciné par ce mec-là, puis de quelque part le voir comme une clé pour sa carrière à lui. Donc tirer profit. Voilà. Et puis Roche Dizem, voilà, qui lui est dans une espèce de truc jusqu'au boutisme pour une raison qui est expliquée dans le film qu'on ne révélera pas, mais il y a une raison pour laquelle il balance tout. Il balance pas tout juste. Enfin, il y a plein de raisons. En fait, il y a plein de raisons possibles pour lesquelles il balance. Et justement, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont à voir avec la communication, et justement ce sentiment de confusion, il est là, il est lié aussi au nombre d'informations qui nous sont données à la minute en fait. C'est-à-dire que si tu connais pas un peu l'histoire de l'Espagne d'après Franco, si tu sais pas comment ça fonctionne les systèmes de trafic de drogue, les histoires de prise médiatisées, le rapport aux politiques entre le ministère de l'Intérieur et les politiques, donc enfin entre les institutions du ministère de l'Intérieur et les politiques, c'est vrai que tu peux vite être perdu, parce que c'est vrai que c'est un film qui t'explique pas du tout, et c'est vrai que moi les 20 premières minutes je me suis demandé mais qui sont les personnages, quoi. Le ministère de la Défense, avec la DGSE, et c'est super intéressant avec les Basques, avec le TA, enfin ça mélange en fait énormément de trucs, qui est bordello. Donc il y a certains moments t'as l'impression dans une émission de Monsieur X, tu vois, sur France Inter. Rendez-vous avec X. Ou alors Monsieur X, ou alors dans cette phrase qu'on retrouvait chez, comment il s'appelle, le documentariste que t'aimes bien. Pierre Carl. Non, mais anglais.
Adam Curtis. Voilà, sur Adam Curtis. Où moi, il y a un truc que j'aime beaucoup, il y a un leitmotiv sonore que j'aime beaucoup chez lui, c'est il t'explique un truc et puis après il dit mais en fait c'est plus compliqué. Et ça a vraiment ce sentiment-là, tu vois, Vous allez rire. Hein. D'une épaisseur en fait du réel, parce que le réel est complexe et qu'il y aura pas de réponse. Et moi je trouve que par exemple la scène finale avec Vincent Lindon, elle est assez bluffante. Parce qu'en fait, lui qui est le méchant normalement, finalement, tu sais pas si c'est de l'habileté ou de la sincérité. Et en fait, à la fin, tu sais plus en fait. Tu sais plus si. Ah, c'est ça l'État français. Écoutez, voilà, tu sais plus sait pas si c'est des escrocs, alors s'ils sont trop forts. Tu sais pas si Roche Dizem c'est un. Moi, pendant tout le film, je me suis dit c'est un bourreur. Ça va se révéler en fait. On va révéler qu'en fait c'est du faux et que Pio Marmaille, le personnage de Pio Marmaille, s'est fait enfler. Sauf que non. Et donc du coup, tu restes et tu pars. Peut-être. Et voilà, ou peut-être. Et tu pars en fait avec cette espèce d'indécision qui moi je trouve couvre l'ensemble du film et qui est assez intéressant parce qu'effectivement relativement rare. Pas tellement dans le cinéma français, mais relativement rare dans ce type de film, qui joue plutôt sur des ressorts, on va dire, de films d'espionnage ou de films noirs, alors que là, c'est vraiment un film politique. Enfin, c'est vraiment un film sur le politique et la fonction dont ça fonctionne, le rapport entre le politique et le crime, enfin, notamment. Quoi. Sur le politique, le crime, c'est rapport avec la presse, c'est plus sur le rapport du corps politique de manière générale et de ces instances de protection du territoire français et de répression aussi, donc là, en l'occurrence, du trafic de stupéfiants et les différents niveaux d'interaction qu'il va y avoir en termes légaux ou non. Parce que de toute façon, c'est bien que l'État français a bien aimé magouiller avec plein de gens dans à peu près tous les domaines. Mais de toute façon, c'est le propre d'un État. La puissance d'un État se mesure à sa capacité à effacer les traces de ses magouilles. Et la France, je pense qu'on n'imagine même pas à quel point les 50 dernières années, ou depuis la Seconde Guerre mondiale, je pense qu'on n'imagine même pas à quel point... Depuis la fin de la France-Afrique. Ouais, je pense que nous, grand public, on a dû voir, le sommet, émerger de l'iceberg. Mais je pense qu'effectivement, il y a des tas d'histoires dont on n'entendra jamais parler parce que c'est trop gros, quoi. C'est pour ça qu'il vaut mieux vendre des armes, c'est légal. Parce que c'est beaucoup trop. Voilà, exactement. Donc, je reviens encore sur ma marotte là, mais vraiment de la couche de réel qu'il y a dans ce film. J'ai l'impression quand même qu'il y a une espèce de structure osseuse, ou en tout cas une colonne vertébrale qui est vraiment incarnée par le personnage de Pio Marmaille, dans le sens où lui quand même emmène le récit à des endroits, c'est-à-dire que il va traîner son pote Roche Dizem, enfin Hubert, avec ses parents, avec des éditorialistes dans des soirées, repas de famille, soirées où on comprend en fait, il le dit très vite au début, je sors de Sciences Po, voilà, on n'a pas trop on le voit sur son scooter, tout ça. Alors on arrive chez lui, maison bourgeoise parisienne, ça a beaucoup de thunes. C'est pas le même milieu social. Voilà, et du coup ça justement, s'il y a encore cette friction là entre les deux, entre le personnage beaucoup plus écorché et l'autre qui est là dans son espèce d'enquête, mais qui est pas non plus déconnecté du monde et du monde d'où il vient en fait. Et qui est justement un personnage. Alors ça aussi c'est intéressant, c'est que c'est un personnage de gauche, donc c'est un personnage qui quelque part part du principe qu'il a raison et qu'il est qu'il est du côté du bon côté de la morale, de la justice. Et quand tu vois le dernier plan sur lui dans le film, tu vois bien que ce qui se raconte dans ce film-là, c'est pas l'éclosion d'une vérité, c'est au contraire l'éclosion d'un doute. C'est-à-dire, est-ce que je suis vraiment du bon côté de la barrière? Est-ce que je suis si sûr de moi de ce que je crois en fait? Et je trouve que le dernier plan sur Pio Marmaille là, quand il est avec sa petite amie à la fin là, je trouve que c'est un plan assez triste parce que c'est probablement un plan où il pense aussi au personnage, mais c'est un plan pour moi il y a un doute quoi qui s'instille, c'est-à-dire l'idée que quelque part, il est journaliste et il pourra jamais atteindre la fameuse sacro-sainte vérité qui lui permettrait d'avoir le Pulitzer, qui lui permettrait d'avoir sa carrière, et qu'en fait, être journaliste, c'est pas dégoter un scoop. Être journaliste, c'est prendre conscience à quel point le réel est complexe et d'arriver à l'exprimer. Tu voudrais dire que finalement, ça se rapproche de ce film avec Christophe Barbier et Benjamin Biolay, Doute, chronique du sentiment politique? Non, je pense pas ça. C'est bien. Mais par contre, ça se rapproche peut-être plus effectivement d'un Adam Curtis dans un style très différent, mais ça se rapproche un peu plus. Ou quelque part, parce qu'on disait que c'est pas du film à thèse, mais quelque part pour moi c'est plus proche en fait de Francesco Rosi que de Michael Mann. Oui. Pas au niveau visuel, mais au niveau de la manière dont c'est traité, parce que si vous regardez des films comme Cadavre exquis ou Lucky Luciano, il y a cette sécheresse, il y a cette complexité, il y a ce fait qu'au bout d'un moment, tu n'arrives plus trop à juger moralement les personnages parce que ça devient trop complexe pour toi et les catégories morales volent pas en éclats. C'est juste qu'au bout d'un moment, ça te pose question sur toi, ton positionnement par rapport à ce que tu estimes être la bonne morale. Ça le fait de façon assez fine. Et là, je vais prendre un contre-exemple, l'antithèse pour moi qui avait été Les Misérables, où là, il y a quand même un espèce de propos rance en fait derrière ce film.
le film de Lajli, Lajli, oui, tout à fait, avec Damien Bonnard et, qui choisissait et son Adrien Manetti, qu'on Oui. retrouve aussi, qui est le collègue de Pio Marmaille dans Enquête. Et là, au contraire, c'est fait de façon tellement fine que le camp n'est pas tout à fait choisi, même si on comprend quand même que voilà, l'État en prend pour son grade. Mais à l'inverse des Misérables, où il y avait quand même un camp même vraiment pro-flic, quoi. Plus on y repense et plus moi je trouve que c'est quand même pas tout à fait si sain que ça. Et là justement l'inverse, c'est qu'il y a une proposition qui est beaucoup plus complexe parce que le réel est complexe en fait. Et par exemple, encore juste dernière micro-analyse, mais il y a très peu, voire pas dans mon souvenir, de gros plans. Alors la caméra bouge effectivement tout le temps, est toujours en mouvement, elle circule, tout ça. On n'a pas de champ contre champ, on n'a pas de gros plans. Et qu'est-ce que ça permet ça te permet en fait de laisser l'acteur, le corps de l'acteur beaucoup plus visible. Et peut-être que c'est une façon de faire jouer l'acteur beaucoup moins théâtrale, de prendre conscience en fait de son corps et de se dire ok, donc là je sais que mon corps il est jusqu'à mes genoux, il est filmé, donc j'ai pas trop le droit à l'erreur, mais du coup je vais pas jouer sur des mimiques de visage et Tu en faire joues plus trop sur des mouvements des mains. Exactement, mais des trucs mouvements peut-être un d'épaule. peu plus spontanés ou un peu plus naturels qui nous choquent moins et en font moins des caisses et ça en fait contribue justement à cette espèce de chose que je racontais au début, de fleuve quoi. Ou même à la fin le fleuve continue parce qu'on ne sait pas ce qui se passe du procès que Vincent Lindon fait à Libé. On ne sait pas ce qui se passe après, si ce n'est que voilà, il y a une suite un peu tragique pour un des persos, mais voilà, on ne sait pas en fait. Est-ce que la vérité elle est où? Est-ce qu'il y avait vraiment partie prenante des stupes, de la brigade anti-stup dans le trafic? Donc en fait tout ça continue quoi. Genre avec ce très beau plan, je trouve à la fin justement, qui est un plan en Sublime. flashback où les voitures qui emmènent Roche Dizem disparaissent dans l'obscurité et en fait le noir, l'obscurité finit par recouvrir l'intégralité de l'écran et pour moi c'est l'opacité en fait qui finit par recouvrir, c'est-à-dire que quel que soit le bout par lequel on va prendre l'affaire, finalement on arrivera un petit peu toujours à la même conclusion, c'est-à-dire on sait pas. Voilà. Et c'est intéressant pour une fois justement d'avoir un film qui est un film sur le doute en fait, et où le doute du personnage et le doute sur le personnage finit par atteindre le réalisateur. Je trouvais ça assez intéressant. Merci. On va s'arrêter là. Donc c'est Enquête sur un scandale d'État actuellement dans vos salles. Donc le nouveau long métrage de Thierry de Peretti. Je crois qu'il marche pas mal en plus. Ouais, que nous vous recommandons bien évidemment. On va passer à toute autre chose en termes formels. Ah ouais. Mais on va rester Attention. dans des maisons de fous. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, donc c'était La Mano Negra avec Madhouse et de Maison de Fous. Il va être question avec les deux films dont nous allons parler dès à présent, donc Fou à tuer de David Schmoller et Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Gérard Cohen. Nous allons d'ailleurs commencer par le film de Gérard Cohen, donc nouvelle adaptation du classique de R. Lee Stevenson, donc qui avait connu moult adaptations par le passé, que ce soit à la télévision ou au cinéma en France, en Amérique ou alors en Angleterre et même dans d'autres pays du tiers-monde. Et donc la nouvelle adaptation de la fin des années 80, donc produit par Alan B. Towers, producteur assez prolifique du cinéma anglais depuis les années 50, qui avait notamment beaucoup travaillé à une certaine époque avec Jess Franco dans sa période friquée, donc la période de Alan Towers, donc de la carrière prolifique de Jess Franco. Et il y a quand même un côté visuel, je trouve, assez marqué qui le rapproche pas mal des films de Franco. Dans celui-là, donc, qui met en héros Anthony Perkins, qui aime toujours bien jouer les psychopathes. De toute façon, c'est pas de sa faute, parce que depuis Psychose, il était toujours très bien. Moi, je l'ai trouvé très bien. Il était un peu catalogué, mais là, il est très bien. Donc, il joue le Dr. Jekyll qui met des expériences et un jour, en le mêlant à la drogue avec de la cocaïne. Paf! Ça devient Mr. Hyde qui va traîner dans les bas-fonds de Londres avec des putes et des gens bizarres, et donc évidemment il va se passer des trucs chelous. Gérard Cohen, on le connaît car c'est un bouliste et un pornocrate bien connu du cinéma français, qui avait notamment réalisé pionnier du porno français, le fameux Bourgeois et pute, et qui donc à la fin des années 80, comme pas mal de ses petits collègues comme Pierre Berenhardt, tout ça, se lance dans un cinéma plus classique, mais donc qui reste quand même un cinéma d'exploitation, mais là dans le cinéma d'horreur. Il va profiter d'une relative largesse financière de Alan Towers pour faire cette nouvelle adaptation qui, donc, comme dans le roman, se passe à l'ère victorienne, mais qui, en termes visuels, se rapproche des codes visuels quand même du cinéma des années 80, avec un côté parfois un
petit peu rococo avec moult néons et tueurs bizarres qui traînent dans les rues de Londres, dans les rues de Whitechapel. Et des personnages assez voilà, c'est ça. punkiens à un certain moment, post-punk. C'est ça, plus post-punk. Casquette en velours. Il y a du cuir, il y a la coke, voilà. un côté très rococo-pédé un petit peu, qui donne justement tout son charme au film, cette nouvelle adaptation que moi j'avais jamais vue, mais qui effectivement, ne serait-ce qu'en termes narratifs, c'est relativement classique, mais en termes visuels, c'est là que le film... C'est pas si inintéressant que ça. Non, c'est pas inintéressant, mais c'est plus justement sur le côté visuel que le film va se détacher du tout venant des films d'horreur de l'époque, Docteur. Oui, alors c'est vrai que c'est... Alors il reprend en plus une manière de traiter Dr. Jekyll et Mr. Hyde qui avait déjà été traité, qui est notamment le parallèle avec Jack l'Éventreur, qui est quelque chose qui avait déjà été traité, notamment... Ouais, il me semble que ça avait déjà été traité notamment dans... Je me demande si c'est pas dans Dr. Jekyll et Sister Hyde, autre film de la Hammer. Très bon film de Hammer tardif. Avec Martin Besson. Ouais, sur voilà, alors le truc c'est que ça perd pas de temps, comme film. On arrive très très vite au premier meurtre. On a une scène traumatique, voilà, qui très traumatisante, est très traumatisante et qui est pas inintéressante parce qu'en fait ce que Kikoïn mélange dans le film, c'est à la fois de la frustration sexuelle victorienne associée à un trauma qui mélange la douleur et le sexe, associé à une rigidité morale qui est une rigidité religieuse. Et la multiplication des symboles religieux à l'intérieur du film est particulièrement marquée. Oui, les enfants, sexe plus religion égale meurtre. Égale folie et meurtre, exactement. Et c'est intéressant, je trouve, parce qu'il le fait pas en faisant passer ça par des dialogues un peu trop lourds. Il le fait, c'est vraiment par des détails visuels. Par du débulage, voilà, un peu trop parfois certains. Par des focales assez marquées, justement. Assez marquées, mais avec des moments, je trouve, avec des choix parfois de couleurs d'ailleurs qui sont intéressants. Alors le rouge, évidemment pour tout ce qui traite du vice, enfin pour toute la partie, on va dire interlope de notre film, qui se passe donc dans des bordels, voilà, dans des bordels victoriens, et par opposition, et c'est assez intéressant, un laboratoire de Dr. Jekyll qui est très clinique, avec au bout d'un moment une version détruite du laboratoire, ou avec des traces de mains et tout ça, alors qu'on aurait pu s'attendre à voir du rouge pour signifier le meurtre à nouveau, c'est en bleu. Et ça, c'est assez intéressant, le changement de code couleur. Il y a des trucs de lumière aussi qui sont pas mal, moi je trouve, sur les yeux d'Anthony Perkins, voilà. Qui fait très très bien les gros yeux. Qui fait très bien les gros yeux, et le maquillage d'Anthony Perkins, qui aurait pu paraître assez ridicule, finit par devenir une espèce de maquillage de film muet. Et le fait blafard, justement, qui tire vraiment ses traits. Ça fait penser à comment... À Conrad Veidt dans le Docteur Caligari. Exactement. C'est exact. J'ai pensé exactement ça. Un peu au Golem, ces films allemands, voilà, ce film expressionniste. Et j'ai trouvé que derrière ce côté, alors on sent qu'il y a toujours le côté un peu graveleux de Kikoïn. Il ramène ses copines qui sont jamais, dégueulasses, qui sont jamais trop timides pour se dépoitrailler. Elles n'avaient pas froid. Non, elles ont pas froid. Voilà. De toute façon, c'est le cinéma d'exploitation aussi. Complètement. Il faut du gore, il faut du nichon, il y a du zizi. Voilà. Mais c'est plutôt, je m'attendais c'est de l'œcuménisme un peu. Ouais, je m'attendais à quelque chose de torché de manière beaucoup plus rapidos, quoi. Ouais. En fait, moi je m'attendais pas à un film aussi léché, pensé même, avec plein d'espèces de moments oniriques, des colombes dans une scène de meurtre, des scènes de voyeurisme, voilà, on sent un peu sale quand même quand on sort du film, mais je trouve, voilà, moi j'ai trouvé que c'était c'est un film qui se vante. Pour un film d'exploitation, c'est plutôt bien torché. On est plutôt dans le domaine de la série B que de l'exploit pur, en fait. Voilà. Docteur Thibaut. Oui, moi c'est un film d'exploitation que j'ai adoré, vraiment. Alors pour rebondir sur ce que vous dites, parce que alors le Dr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est un des personnages fantastiques. Moi, je suis fan aussi. Je suis très admirateur. Je suis très admirateur de ce personnage. Et en effet, comme tu le disais, Thomas, le Jekyll et Mr. Hyde, ça date de première exploitation, c'est 1908, donc on est quasi au début du cinéma, même du cinéma de genre. Donc voilà, il a influencé la thématique du Dr. Jekyll et Mr. Hyde est une des thématiques phares du cinéma fantastique. Donc voilà, c'est une mythologie absolument maîtresse, une mythologie absolument majeure. Et ici, en effet, qui est malléable en plus, parce que tu peux en faire. C'est malléable, tu peux en faire dans tous les sens. Tu peux faire du psychanalyse, tu peux faire de la psychanalyse, tu peux et faire par rapport un vrai film de monstre. Et même par rapport aux autres, social, j'y reviendrai un peu plus tard, mais
il y a une vraie variation. Le plan de fin est absolument sidérant par rapport à ça. Mais oui, visuellement, ça se tient à mort. La gestion des décors, la gestion des lumières est absolument mortelle, avec une petite imagerie proto-gothique ou post-gothique, moi, qui me fait littéralement... Un petit côté Hammer à certains moments. Ouais, ça me fait un plaisir visuel absolument indéniable. Mais en plus vulgaire, du coup. Enfin, oui, c'est les années 80. Voilà, il y a des nichons, il y a des bites et il y a de la coque. Enfin, je veux dire... On est dans les. Que demande le peuple. Voilà, que demande le peuple. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. C'est ça la vraie vie. Et voilà, la gestion des couleurs est admirable. Moi, tu parlais du rouge ou du blanc, du bordel et du laboratoire. Moi, c'est à un moment, il y a une séquence et du maquillage caligaresque de Anthony Perkins. Bon, il y a une séquence à un moment chez une prostituée qui est bleue dans une espèce de hangar. Ouais, la première meurtre. Ouais, qui est un hangar, mais on sait pas trop si c'est un hangar ou un espèce de grenier. Enfin bon, bref, c'est filmé avec une focale très très courte. La lumière est bleue. On est dans un décor expressionniste. On va sur une scène de sexe qui est hyper badass. Tu fais waouh, où est-ce que je suis? Donc ça, visuellement, c'est magnifique. On prend énormément plaisir. Alors, les décors sont bien. Moi, alors certes, on se sent un petit peu sale, mais c'est absolument magnifique. Les éclats, saleté. Ah ouais. Les éclats graphiques et les éclats gore c'est incroyable. Et puis l'utilisation du décor est bien. C'est trop plaisir. Il y a un personnage qui est très bien, c'est sa femme. Oui. Qui me semble n'est pas un personnage qui est dans la nouvelle. Il me semble pas que dans le Dr Jekyll et Mr Hyde. Non, il me semble pas qu'il est marié. Il me semble qu'il est pas marié. Il a pas de zouze. Et c'est intéressant, je trouve, de lui mettre de lui donner une épouse. Mais qui représente bien le côté victorien, la morale, la religion, la société. Voilà, cette espèce de triumvirat de la bonne conscience, de la bonne conscience de l'époque victorienne. Parce qu'elle fait de la charité. Et oui, tout voilà. Ça, donc ça, c'est très très intéressant. Mais moi, là où le film m'a littéralement bluffé, c'est sur la fin, parce qu'au final, Dr Jekyll et Mr Hyde, sans trop spoiler le truc, mais à la fin, le docteur, il meurt. Alors, soit il meurt parce que généralement il prend un poison et puis. Sans trop spoiler. Oui, mais bon. Non, de toute façon, en même temps, tout le monde connaît. Ouais, tout le monde connaît. Ouais, donc en fait, en gros, il meurt parce que il prend un poison, il se suicide parce que voilà, il n'arrive plus à redevenir le Dr Jekyll et du coup la personnalité de Hyde prend le pas. Donc du coup, c'est insupportable. Soit dans certaines versions que j'ai pu voir, des versions, notamment une version de 1920, en fait, il se fait arrêter. C'est super bien. Alors pas celle avec John Barrymore, mais une autre. Ah d'accord. Okay. J'ai trouvé un montage, un film de 40 minutes, mais il y a une personne qui a fait un montage d'une vingtaine de minutes à partir des rushs qu'elle a trouvé glanés. Bon bref, c'est un vrai travail d'historien. Il y a une version de 20 minutes, mais là ça se termine comme un thriller. En gros, il se fait buter par les flics et puis c'est terminé. Et ici, c'est quoi? Je spoil, mais ça n'enlève pas du tout le plaisir qu'on ressent au film. C'est que il est toujours là en fait. C'est qu'en fait, on est sur un film fantastique sur la peur de l'autre et tout ça, mais à la fin, c'est Jack l'Éventreur finalement. À la fin, même le bon finit par gagner au final. La morale est à peu près sauve si on prend. Voilà, si on fait une analyse rapido. Et ici, pas du tout. En fait, le film se transforme en film d'horreur. Et ça, rien que par ce dernier plan-là, rien que par la présence d'Anthony Perkins, bien entendu, parce que Psychose et compagnie. Mais ce dernier plan-là, avec cet arrêt sur image, cette fenêtre, ce regard, cette espèce de voyeuriste qui se met à nous mater, nous, spectateurs, moi j'ai trouvé ça absolument sidérant. Et puis l'idée de la présence du mal. Et le film est passionnant, et puis ça dure 1h20, il y a tout ce qu'il faut. Plaisir. Voilà, donc c'est Dr Jekyll et Mr Hyde, Age of Sanity de Jarky Cohen, réédité chez Sidonis Calista. Et toujours chez Sidonis Calista dans un film peut-être un peu moins tenu en termes visuels. Donc Fou à tuer, Crawl Space de David Schmoller, film de 1986. David Schmoller qu'on connaissait parce qu'il a fait notamment le Tourist Trap quelques années avant. Et donc il a fait Puppet Master aussi. Ouais, toute production mais un poil moins friqué parce que c'est un autre producteur de films d'exploitation mais connu pas pour sa pingrerie, mais pour être quand même avoir des budgets assez serrés. C'est Charles Band, donc voilà, qui a eu plein de compagnies et qui avait notamment produit plein de sous-réanimateurs. New Moon, non? Ouais, New Moon, c'est ça. Et qui donc là a la bonne idée d'engager ce rigolo de Klaus Kinski pour jouer le fils d'un tortionnaire nazi, lui-même étant un expérimentateur un peu cinglé en Amérique du Sud, qui maintenant est devenu logeur pour jeunes filles dans un immeuble américain, parce que pourquoi pas. Ce qui devait arriver, arriva. Et donc évidemment. Dont on ne voit jamais l'extérieur. Voilà. Et donc dont on ne voit jamais l'extérieur. Non, c'est trop cher de l'extérieur. Et donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien,
patatras, Klaus Kinski en fait il est un peu fêlé et lui son kiff c'est genre de tuer des meufs de plein de manières différentes. C'est montré dans la première scène. Ouais, c'est montré dans la première scène. Très gialesque avec ouais. des meurtres très gialesques. Où justement l'intérêt sera quand même l'inventivité des meurtres qui sont montrés, des jeunes femmes qui se font empaler, qui se font asphyxier, qui ont genre des gros pics qui lui sortent des chaises pour les empaler, tout ça. Ils sont coupés la langue. Voilà, un truc un peu sympathique parce qu'évidemment il va garder une meuf en cage parce qu'il a coupé la langue parce que c'est la seule personne à qui il peut parler. Il a une certaine nostalgie du Troisième Reich. Bon, comme tout à chacun. Et donc, pour aller observer les jeunes filles, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il va ramper dans les conduits d'aération qui sont quand même plus grands qu'un appartement. Ouais, qui sont, oui, voilà, c'est ça, qui sont pas du tout cohérents avec ce qu'on voit des appartements. Voilà, en fait. Là, il y a qui sont un peu miteux. Voilà. Et voilà. Alors, c'est ça peut-être le problème, c'est-à-dire que quand tu regardes, je sais pas, Le secret derrière la porte de Fritz Lang, t'as le sentiment que la maison du secret derrière la porte est beaucoup plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Sauf que Fritz Lang, il a l'intelligence de te montrer juste une façade, en fait. Donc, il te montre jamais la maison en entier, ce qui fait que tu peux imaginer qu'elle est plus grande. Alors, là, je sais pas trop comment ils font. Bon, surtout qu'il y a quand même tout un système de planche à roulettes. Voilà. La géographie du lieu est moyennement gérée, mais c'est pas trop intéressant parce qu'effectivement, du coup, en termes visuels et en termes de facture visuelle, juste. Rappelons que le film s'appelle aussi Le Tunnel de la Mort. Oui, hein, c'est dans pas mal. exploitations. C'est pas mal ça. Alors, effectivement, du coup, en termes visuels, c'est moins tenu que le film de Kikoïn, mais il y a des choses pas inintéressantes, notamment parce que Klaus Kinski est quand même plus ou moins canalisé pour le coup. À peu près. Il est très sobre. Hein, il est relativement sobre par rapport à. Il y a une certaine il y a un petit côté graphique dans les exécutions. Il y a quelques sont très sympathiques. Quelques plans, des petits raccords dans l'axe, des petites choses comme ça qui sont c'est un peu Maman j'ai raté l'avion, tu sais, mais il y a un moment, il y a un petit travelling compensé qui fait bien. Il y a des petits jump cuts aussi qui rend pas mal. Après voilà, l'arrivée de Klaus Kinski est cool là, qui sort de la pénombre, tout ça là. Oui, non, mais il y a des moments. La surimpression avec les nazis. Voilà, il y a des discours d'Hitler, pas avec des vrais nazis. Il regarde des images d'Hitler parce qu'il a il y a des effets de mise en scène qui sont sympathiques et qui fonctionnent. Par contre, c'est vrai que ces effets de mise en scène s'expriment dans un cadre qui est quand même assez limité. C'est-à-dire que les actrices jouent pas super méga bien. C'est pas le top du top. Le gentil, il est un peu con. Le gentil, le journaliste là, le journaliste il est même super méga con parce que il va voir Klaus Kinski pour lui dire t'as tué mon frère, t'es un salaud, je vais te dénoncer, je te surveille. Évidemment Klaus Kinski et en plus il sait que Klaus Kinski c'est le fils d'un nazi. Enfin je sais pas, moi je me méfierais un peu, hein, un mec qui est fils de nazi, chirurgien, je me dirais je vais peut-être y aller, tu vois. Je trouve que tu fais des raccourcis et que tu juges les gens bien vite. Et puis alors il y a quand même 2-3 scènes à pas. Bon, alors, outre le fait que l'histoire tient pas du tout la route parce que les filles sont complètement gourdes et qu'elles captent pas du tout en fait le côté creepy de Klaus Kinski. Il y a aussi des scènes qui m'ont fait rire. Une scène notamment qui m'a fait rire parce que je la trouve un peu grotesque, c'est la scène des rats. C'est-à-dire Klaus Kinski balance allez quoi 6-7 rats dans les couloirs, dans le tunnel, dans le fameux tunnel dans lequel s'est enfuie la jeune fille, et c'est censé être super effrayant. Sauf qu'en fait, tu vois, quand t'as peur des souris, sans doute que ça marche. Mais alors, quand t'es comme moi et que t'as pas peur des souris, c'est les rats de Manhattan, tu sais. Il y a des milliers de rats derrière cette porte, et tu vois genre 4 pauvres rats en plus qui surgissent. Il y a un petit côté les rats de Manhattan, où de temps en temps on balance des rats sur l'actrice, voilà, tu vois. Et elle se débat dans tous les sens. Voilà, et bon, c'est acting. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. C'est pas, voilà, il y a des moments que, puis alors moi je trouve que là, la scène les 20 dernières minutes arrivent un petit peu comme un cheveu sur la soupe. C'est vraiment, oh bah merde, c'est vrai, on s'en fout de l'histoire et il faut qu'il poursuive, il faut qu'il fasse son croque-mitaine, quoi. Donc il y a des plans qui sont sympas, c'est vrai que visuellement c'est sympa, mais ça reste quand même assez limité, moi je trouve. C'est voilà, en termes et même en termes visuels, je trouve qu'une fois passé les 3 bouts de couloir que tu vois, ou de conduit d'aération, il y aurait eu des trucs à faire justement sur la dimension labyrinthique, quitte à aller dans quelque chose de vachement plus délirant, mais ça reste un petit peu au pas de la porte justement. Même sur le perso de Klaus Kinski, c'est Olivier Père quand on parle dans les bonus que à la base l'idée de Schmoller c'est de faire de Kinski un ancien de la guerre du Vietnam, parce qu'on va plus expliquer les traumatismes et le rapport avec les conduits d'aération, tout ça, rampé, machin. Sauf que Charles Band trouvait ça nul, il s'est dit un ancien nazi c'est mieux, en plus on a qu'à prendre un allemand chelou et comme ça fera l'affaire, quoi. Donc il se repose peut-être un peu trop sur ses acquis de mecs chelous et de nazis. Et je pense qu'il y avait moyen aussi de rendre Klaus Kinski plus effrayant, notamment je trouve qu'il y a des plans où quand il rampe dans les tunnels, je trouve où il commence à avoir une espèce de truc animal en fait, un peu qui se dégage, et je pense que là il y avait un truc à exploiter, et en fait on sent que le réalisateur il sait pas trop quoi faire finalement, ou qu'il est limité, soit ouais. par la folie de son taré d'acteur principal, soit par la pinnerie de son producteur.
Ouais, c'est probablement des deux, hein, probablement un petit peu des deux. Donc c'est vrai qu'il faut pas forcément accuser le réal, qui sera un peu plus libre sur d'autres, un peu plus foufou justement sur d'autres de ses films. C'est vrai que là, tu sens Charles Band. Moi, je trouve que ça sent vraiment la production Charles Band, et tu sens que c'est pas très friqué, que Les Puppet Master, après, c'est quand même un peu plus, pas friqué, mais il y a plus d'ambition. On a droit à une chanson au piano qui est... Si, quand avec la bande, l'histoire du piano, là, avec voilà. Mais, comment dire, c'est plus des éclats, en fait. Tu vois, vraiment des scènes, qu'il y aurait une scène qui ressortirait, puisque par exemple, tous les meurtres, c'est un truc qui m'a un peu gêné, c'est que tous les meurtres sont hors champ. C'est-à-dire que, moi, je me disais, là, il y a de la gourde qui va se faire massacrer. Il y en a une notamment avec des cheveux bouclés, là, qui est hystérique, là, qui mérite vraiment ses coups de couteau dans le film, quoi. Et moi, j'étais vachement déçu, parce qu'en fait, c'est t'ouvres une porte, et paf, elle est clouée sur un truc, et tu dis, ah ouais, mais bon, attends, tu me l'as rendue énervante, là aussi, là, et tu me la tues pas sous les yeux. Enfin, je veux dire, tu méprises un peu ton public, mec, là. Je sais bien qu'il n'y a pas de fric, mais enfin, bon, tu vois. Moi, quand il y a des personnages agaçants, moi, c'est ça que j'aime bien, moi, dans les slashers, d'une manière générale, parce que c'est une sorte de slasher, finalement. C'est, moi, ce que j'aime bien dans un slasher, c'est te rendre les personnages tellement antipathiques, que t'es garçon ou fille, que la seule chose qui t'intéresse, c'est comment est-ce qu'ils vont crever ces cons. Et c'est ça la jouissance du slasher, moi, je trouve du slasher, c'est justement que les personnages soient pas des personnages sympathiques, sauf l'héroïne principale, la last girl, qui, elle, a le devoir, quelque part, d'être un peu on doit être un peu en identification avec elle. Mais, voilà, moi, ce que j'aime, c'est de voir du cacou et de la cagole se faire gentiment démembrer par des mecs déformés. Enfin, tu vois, voilà, c'est la vengeance du lait sur le beau, en fait. C'est la vengeance du quelque part, de celui qui est traumatisé sur le superficiel. Et là, je trouve que malheureusement, ça reste trop sur du superficiel. Et voilà, j'aurais aimé un peu plus de trucs que sur l'écran, voilà, plutôt que hors champ. Voilà, là, je trouve que le hors champ est plutôt une solution d'économie et pas vraiment un parti pris de mise en scène. Voilà, c'est ce que je regrette un petit peu. Merci docteur, merci messieurs. Donc c'était Fou à tuer, Crawl Space de David Schmoller, réédité comme Dr Jekyll et Mr Hyde chez Sidonis Calista. On va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimosé. C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette. C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Les coups de cœur, carrément florés. Alors moi, ça va être un groupe de musique qui s'appelle Molchat Doma. Ils font du post-punk, ils sont habillés en noir. Ils sont ukrainiens, non? Ils viennent de Minsk, Biélorussie, et ils sont courageux. Et en plus, ils sont signés chez Sacred Bone Records. Très bien, merci. Donc, Justine. Alors moi, c'est un récit d'aventure du siècle passé de Jack London qui s'appelle Construire un feu. Alors les deux versions, 1902 et 1908 si je ne m'abuse. Et du coup, on suit un homme perdu dans le Klondike, donc une région extrême du Canada, pas loin de l'Alaska, qui doit survivre à moins 50 degrés tout seul, avec un chien ou sans chien, dépendamment de la version. Donc, et c'est tu super. te prépares pour l'apocalypse nucléaire qui nous attend. Exactement. Je prends des notes, je me renseigne et je vais d'ailleurs aller m'acheter des cachets diodes, parce que voilà, si jamais on a... Si la bombe arrive, on a déjà pu en Belgique apparemment. Non, sérieux? Oh là là. Bon, merci Justine, docteur. Moi, ça sera un film divertissant et familial, le King Kong de Marianne C. Cooper et Ernest B. Schutzack, dont mon filleul a dit mais King Kong, quand il tue les animaux, c'est pas à moitié, quoi. Et il a trouvé que les scènes tu vois, comme quoi ça marche toujours. Il a trouvé que les scènes avec le tyrannosaure et avec le monstre, pas le monstre marin, mais le monstre dans la grotte, ça l'a pas mal marqué. Il disait qu'il a trouvé que c'était violent. Parce qu'il est repassé dimanche dernier à la revoir. Effectivement, il y avait plein de jeunes qui avaient l'air hyper enthousiastes après la projo. Donc ça, c'était cool. Merci. Alors moi, du coup, pour rester dans l'actualité et la bonne humeur des jours de ces derniers jours, donc c'est un documentaire qui est passé sur Arte ou France Télé les derniers jours de Alexandra Jousset et Ksenia Bolshakova, Wagner, l'armée de l'ombre de Poutine. Donc documentaire assez mastoc d'1h40, donc sur la bande de mercenaires Ruskov et tchétchènes, enfin tout ce genre des gens, que des braves types, des gens recommandables, des néo-nazis tout à fait sympathiques qui donc foutent le sbeul un peu partout sur le théâtre des opérations sur France Télévisions. Super documentaire, hyper documenté et qui rassure vraiment sur l'état du monde. Ça promet.
Donc voilà, merci messieurs, merci mademoiselle, merci Valentin la technique. On se retrouve la semaine prochaine, si tout va bien, ou pas sur Syllab, si la guerre nucléaire ne nous a pas tués d'ici là, et sinon c'est normalement sur les antennes de Syllab une programmation spéciale à l'occasion de la journée du droit des femmes. Mais donc on en saura plus dans la semaine. Merci à toutes et tous. Prochaine émission, prochaine édition. Ciao, bonsoir. Salut. Bonsoir.